Mais bonjour, bienvenue à cette troisième journée du colloque international sur Jankélévitch, Bergson et Lévinas. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Bruno Picot et Philippe Grosot. Alors nous allons commencer la première intervention avec Bruno Picot. Alors Bruno Picot est docteur en philosophie, il est l'auteur d'une thèse soutenue sous la direction de Frédéric Worms sur Jean Wahl qui s'intitule « L'Odyssée du sensible, empirisme et métaphysique au cœur du XXe siècle ». Il est actuellement en train de réécrire sa thèse et de préparer une biographie sur Jean Wahl. Je lui laisse à présent la parole pour un exposé qui s'intitule « Métaphysique et altérité, Jean Wahl devant Vladimir Jankélévitch et Emmanuel Lévinas ». Je tiens à remercier les organisateurs qui me laissent parler de Jean Wahl. Les occasions sont assez rares, mais je vais essayer d'en profiter. Quelques repères chronologiques. Wahl est né en 1888, donc c'est le plus âgé des trois. Je vous parlerai de Wahl, de Jankélévitch et de Lévinas. Le et, Jankélévitch et Lévinas, ici, est décisif. Le père de Jean Wahl était prof d'anglais. Il avait succédé à Mallarmé, qui était un professeur qui avait certaines difficultés avec ses élèves. Et le père de Jean Wahl habitait dans le même immeuble qu'Henri Bergson. Et quand il croisait Bergson, il lui parlait de son rejeton, le petit Wahl, et il a présenté les premières copies de Wahl à Bergson, et Bergson a dit voilà, c'est très prometteur. Et c'est ainsi que Wahl a commencé à devenir philosophe. Et par la suite, il a rencontré Bergson, et il a questionné Bergson au sujet de James, et ça a été décisif pour l'aventure wahlienne de la pensée. Bon, on va pas parler que de Wahl, puisque l'enjeu c'est d'articuler Wahl, Lévinas et Jankélévitch. Mais il y a quand même des lignes de convergence très fortes entre ces trois philosophes. Tous les trois représentent un bergsonisme éclairé, attaché à la démocratie et à la liberté pédagogique. Le rapport à l'enseignement pour les trois est essentiel. Tous les trois ont eu des activités extra-universitaires, esthétiques, pédagogiques et militantes. Tous les trois sont restés soucieux de la métaphysique, n'ont pas voulu mettre fin à la métaphysique. Tous les trois ont dénoncé les illusions de l'idéalisme. Tous les trois, et là c'est très important, ont lutté contre une certaine pensée heideggerienne. Ce qui va d'ailleurs expliquer peut-être le statut de Jean Wahl en fin de parcours. Au nom d'un empirisme bergsonien, un empirisme pur ou de l'entrevision, peu importe ici le terme. Et surtout, au nom d'un certain refus de l'ontologie. Tous les trois interrogèrent en dehors du structuralisme les limites du langage. Tous les trois développèrent une métaphysique de la temporalité et acceptèrent une certaine discontinuité du temps. Tous les trois revendiquèrent un retour vers le concret, un goût existentiel pour l'aventure, pour la pluralité du sensible, pour l'évasion. Tous les trois interrogèrent l'expérience. C'est au cœur des trois philosophies. La liste commence à être longue. Tous les trois inscrirent leur philosophie propre dans la dimension de l'existence. Tous les trois furent des penseurs de la différence et de l'altérité. Tous les trois évoquèrent un au-delà de la dialectique. Pour Wahl, on pourrait même dire un en-deçà de la dialectique. Tous les trois firent l'expérience douloureuse de la Seconde Guerre mondiale, eurent un rapport complexe au judaïsme et au christianisme, interrogèrent le courage, la patience et la bonté. On trouve ces trois données dans les œuvres de chacun de ces philosophes. J'insiste sur ce point. Tous les trois refusèrent le confort de la théodicée. Tous les trois furent des penseurs de la contingence. Tous les trois, et je terminerai, parce que on pourrait continuer encore longtemps,
Tous les trois refusèrent le néant sartrien et le Dasein heideggerien, selon une certaine conception de l'homme. Et toutes ces lignes de convergence, si on y fait attention, procèdent de l'élan bergsonien. C'est l'ancrage bergsonien de ces trois auteurs qu'on voit s'exprimer ici. L'infidèle fidélité à Bergson s'exprime ici. L'élan bergsonien, c'est une métaphysique de la durée. Elle existe pour chacun des trois. Un empirisme, une philosophie de la nature et ou de la vie. On va voir que ça va être justement le cœur du différent. Et puis enfin, l'introduction de la mystique en philosophie, à partir de la différence entre le clos et l'ouvert. Chacun des trois redistribuera pour son compte ses composantes, en ajoutera la facticité ou l'instant, ou tout simplement en biffera une, comme la philosophie de la nature. Mais tous les trois porteront haut l'ouvert bergsonien. Il faudrait tenter, ça je ne peux pas le faire, je l'ai fait ailleurs, il faudrait tenter d'étudier le glissement sémantique du couple intérêt-désintérêt. De Bergson même à désintéressement de Lévinas, pour voir comment cette infidèle fidélité s'articule. Alors, tout ceci à l'aide d'une méthode immanente à la méditation. Jankélévitch dit encore, tout ceci à l'aide d'une allure bergsonienne. Maintenant, nous allons essayer de voir ce qui lie Wahl et Jankélévitch, puis dans un deuxième temps, ce qui lie Wahl et Lévinas, pour dégager ce qui lie Jankélévitch et Lévinas, pour comprendre la nature, le sens du devant. Qu'est-ce que Wahl fait devant ces deux philosophes? Les deux autres ici n'étant pas les deux autres au sens péjoratif, et Wahl n'étant pas l'outsider ou le justicier masqué qui viendrait demander compte à Jankélévitch et Lévinas. Alors, commençons par le traité de métaphysique de Jean Wahl, vu par Vladimir Jankélévitch. En 1953, Jean Wahl publie le traité de métaphysique, et Jankélévitch écrit un texte qui s'appelle « Mystique et dialectique chez Jean Wahl », qui est vraiment un texte d'hommage, admiratif, concernant le traité de métaphysique. Et c'est un paradoxe, mais avec Jankélévitch, il ne faut pas s'étonner. Et dans ce texte, pas un seul moment, il ne parle de l'instant. Comme si, quelque part, c'était le secret du traité. Et dans ce texte, Jankélévitch va essayer de décrire la dialectique de Jean Wahl et le lien entre cette dialectique et la mystique. Et pour parler de la dialectique de Jean Wahl, il parle d'une tension dialectique, comme si c'était une dialectique aporétique, et ces apories se heurtent au réel, et se heurtant au réel, nous laissent devant des données affectives, des sentiments. La dialectique, traduisons en langage personnel, l'intelligence ici se heurte au réel et nous laisse devant une donnée affective brute, que nous réinterprétons à notre manière. Et cette dialectique s'épuise, se tait, doit s'arrêter devant la donnée affective. C'est ça qui fait le centre de la pensée wahlienne. Donc, la dialectique se tait devant la mystique. Et le mot mystique, ici, a son importance, on le verra, hein, parce que le mot mystique, au sens de Jankélévitch, c'est le réalisme, du mystère, mais c'est aussi l'extase du sensible. Je cite Jankélévitch pour décrire la dialectique wahlienne. Il dit « La tension dialectique est la contradiction d'une coïncidence et d'une contradiction. » Donc au fond, une contradiction à exposant, au deuxième degré. Cette dialectique n'a comme but que d'intensifier les données affectives. Le texte
de Jankélévitch montre à merveille comment procède Wahl dans le traité de métaphysique. Je n'ai pas le temps d'aller au-delà, mais on va voir la complicité et l'humour des deux philosophes. Parce que maintenant, on va évoquer le texte de Jankélévitch, de Wahl, au sujet de philosophie première. Et pour parler de son ami, il fait un texte admiratif aussi, lui, qui n'est pas complaisant, parce qu'on va voir qu'il y a une vraie différence. Il compare Jankélévitch à Heidegger. On s'attend à tout, sauf à cette comparaison. On se dit, bon, comment Vladimir Jankélévitch va prendre les choses? Et en réalité, on va voir que c'est un hommage pour Jankélévitch. Dans la comparaison, il dit, voilà, quelle est la nature du questionnement heideggerien? C'est une philosophie de l'être. Quelle est la nature de l'interrogation de Jankélévitch? Une philosophie de l'amour. Donc jusque-là, il y a, de ce point de vue, il y a une contradiction. Et la coïncidence entre les deux, ce serait quoi? C'est que tous les deux parlent d'une occultation-révélation, du mystère. Il y a d'un côté une coïncidence et de l'autre côté une contradiction. Et une contradiction au final parce qu'il n'y a pas de mesure commune entre une philosophie de l'être et une philosophie de l'amour. Voilà. Le presque rien entre Heidegger et Jankélévitch fait toute la différence. Voilà, c'est le ressembler dissembler. C'est comprendre avec ce que Jankélévitch a décrit comme étant la méthode de Wahl, comprendre et rendre hommage à Jankélévitch lui-même. Mais il faut bien qu'il y ait un différent. Le différent concerne l'empirie. C'est-à-dire que Wahl veut et tient à ce que l'expérience reste l'expérience sensible. Le métempirique de la philosophie première inquiète beaucoup Wahl. Restons dans l'empirie. La philosophie première, c'est bien, mais continuons à nous intéresser à la philosophie seconde, à l'intervalle, à la dure réalité, au concret. Donc il émettra toujours ce doute envers le métempirique. Et la nécessité de la philosophie première de l'éthique se heurte aux illusions peut-être d'une sortie de l'empirie. Voilà pour le premier point. Allons voir maintenant le second, enfin plutôt le Wahl et Lévinas. Dans les dents, ça va. Alors, là, la relation n'est plus une relation de complicité, ou même presque d'harmonie préétablie, comme on dit, qu'entre James et Bergson, il y avait une harmonie préétablie. Là, il y a une relation asymétrique, une relation très lévinassienne, c'est-à-dire que Wahl n'a pas écrit sur Lévinas, alors que Lévinas a beaucoup écrit sur Jean Wahl. Je disais au début, Totalité infinie est dédiée à Marcel et Jean Wahl, et on sait que ça occupe une place importante dans l'évolution de Lévinas. On pourrait presque dire que la première partie, les deux premières parties de Totalité infinie, le même et l'autre, et Intériorité et économie, sont un commentaire ou une étude très serrée d'existence humaine et transcendance. Et on voit là le différent, dans l'amitié, le différent apparaître entre un défenseur d'une philosophie de la nature, d'une métaphysique de la nature, et un défenseur d'une éthique de l'altérité. Quand il parle de Jankélévitch, Lévinas, pour résumer la pensée de Jankélévitch, parce que tout le monde se croise ici, à ces mots, le désintéressement de la durée. C'est quand même très elliptique. Jankélévitch s'intéresse beaucoup à l'organe-obstacle, et Lévinas rompt d'emblée avec les stratégies du conatus, et on passe à une donnée éthique immédiate. Immédiate n'étant pas le mot, direct. Et Wahl refuse cette intransigeance. Il la rejette.
éthique et transcendance, et transascendance. Dans le Totalité infinie, c'est Lévinas qui parle, il écrit ceci: le mouvement métaphysique et transcendant et la transcendance comme désir et inadéquation est nécessairement une transascendance. Transascendance, c'est le concept que Wahl crée, produit dans Existence humaine et transcendance. Il poursuit: nous empruntons ce terme à Jean Wahl sur l'idée de la transcendance dans Existence humaine et transcendance. Nous avons été beaucoup inspirés par les thèmes évoqués dans cette étude. Mais Wahl ne se contente pas de créer la transascendance, dont on parlera tout à l'heure. Il crée son autre, qui n'est pas son opposé, mais son autre, la transdescendance. Et on va voir que la transdescendance, c'est ce dont Lévinas ne veut pas. Et ce qui interdit une priorité éthique d'une philosophie première. Et si on faisait un détour, on verrait d'ailleurs que la critique de Lévinas, la critique de Merleau-Ponty par Lévinas ici est très, très, très prégnante. De Lévinas à Derrida, en passant par Ricoeur, c'est toute une pensée de l'éthique qui pourrait en retour être questionnée par Wahl. Si Lévinas hante Derrida, Derrida, à l'inverse, pousse Lévinas à l'hyperbole, à aller de plus en plus loin, au point de constituer ou de créer une archi-éthique, dont Jean Wahl se méfie sans cesse. Mais ce que Derrida dit à propos de Lévinas, c'est ceci: Lévinas est un empiriste radical. Le geste de Lévinas éthique est un geste empiriste. Ce geste empiriste, c'est le geste même de Jean Wahl. Je cite Derrida: en radicalant le thème de l'extériorité infinie de l'autre, Lévinas assume ainsi le dessein qui a animé plus ou moins secrètement tous les gestes qu'on a appelés empirisme dans l'histoire de la philosophie. Il le fait avec une audace, une profondeur et une résolution qu'on n'avait jamais atteintes. Donc, pointer Lévinas comme étant un empiriste, et d'ailleurs ne pas le reconnaître à Jean Wahl, parce que dans Problème de la jeunesse dans la philosophie de Husserl, ici de Jean Wahl, mais pour l'éliminer immédiatement, c'est très, très important pour la suite de mon propos. Dès lors qu'on accepte cet empirisme de Wahl et de Lévinas, le différent ne va plus porter sur quelle est la nature de cet empirisme, mais sur ce qui fait la différence profonde entre Lévinas et Wahl. Et cette différence a un nom propre, c'est Kierkegaard. Et on verra, les lecteurs de Wahl et de Lévinas peuvent voir qu'à chaque fois que Lévinas et Wahl se rencontrent, un colloque Kierkegaard, il y a du frottement, ça passe plus. Pourquoi ? Parce que Lévinas considère Kierkegaard comme un singulier violent. Il voit la violence dans la position kierkegaardienne. Et Lévinas défend que la violence est exercée contre Kierkegaard, que c'est une singularité qui n'est pas en elle-même violente. Et le différent n'est pas sur leur empirisme commun, mais sur qu'est-ce qui est violent ici. Au fond, l'empirisme de Wahl va vouloir maintenir la nécessité d'intensifier les affects. Et en ce sens, Kierkegaard est le singulier qui réussit à merveille dans la philosophie cette trouée, cette recherche de l'intense. Lévinas va voir dans la confusion possible entre la transascendance et la transdescendance l'essence même d'une violence métaphysique. Et Derrida va, pour compléter l'affaire, voir dans la métaphysique
une violence pure, une violence en elle-même. Donc là, il y a des degrés dont on sera sûrement amené à reparler. Mais la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de lire Totalité et Infinie sans mesurer la part de Wahl dans la pensée de Lévinas? Est-ce que sans cette ouverture au sensible, sans ce retour au sensible, ces devenir sensible, toute la partie sur la jouissance dans Totalité Infinie est pensable? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le travail, l'ouverture wallienne qui permet à Lévinas d'aller vers un au-delà de l'être et peut-être de contourner la phénoménologie. Donc, ce qu'au début Lévinas tient à distance, le bergsonisme, Bergson, revient ici, si on fait attention, et la part, je veux dire, le reste, voilà le mot que je cherchais, le reste ici serait cette part wallienne de la pensée de Lévinas, cette part du sensible. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. Il n'y a pas une prédisposition à l'ouvert dans la sensibilité, dans les données sensibles, dans les affects. Et Lévinas parlera bien d'une philosophie du sentiment de Wahl. Lévinas veut une transcendance, une transascendance, qui ne soit pas un retour à l'immanence. Jean Wahl veut transcender la transcendance pour revenir à l'immanence. C'est ce qu'il appelle la transascendance et la transdescendance. D'ailleurs, on peut confondre, parce que ce sont deux opérations intellectuelles qui, au final, se confondent dans l'intensité affective. Or, c'est cette confusion possible qui conduirait à l'impersonnel, Arturia, que Lévinas refuse. Donc, le devant, ici, commence à prendre chair, à prendre une intensité. La pensée affective singulière des devenirs du sensible de Jean Wahl se heurte à la philosophie première de Lévinas. Ce qui n'était pas le cas avec Jankélévitch. La réserve étant uniquement une réserve sur la sortie de l'empirie. Le devant maintenant prend tout son sens. Le refus d'une immanence de l'expérience métaphysique, ce que revendique Wahl, devient l'enjeu d'une éthique de l'altérité. Voilà. Et Lévinas dira Kierkegaard, c'est la part démoniaque de Jean Wahl. Je ferai remarquer au passage que Paul Ricoeur dit exactement le contraire. Il dit que c'est Kierkegaard qui a évité à Jean Wahl de tomber dans la confusion de l'impersonnel, sa fascination pour D.H. Lawrence, John Cooper Powys. Voilà. Tous les deux font le diagnostic opposé par rapport à Wahl. Mais au fond, la part démoniaque, c'est d'essayer d'avoir un rapport immédiat à l'affect et au divin. C'est ça, cette immédiateté que pointe Lévinas, qu'il appelle le démoniaque chez Wahl. Alors, si nous optons pour une transdescendance, une philosophie de la nature comme Wahl, nous avons le risque de l'impersonnel, d'avoir une intensification de l'existence devant de l'impersonnel, quelque chose qui nous dépasse, mais qui ressemble à l'Iliade. Ça va, je suis parfait. Bon. Alors, on se dira, et devant ce refus de faire une philosophie première, de faire une éthique, de proposer une philosophie des devenirs, du sensible, d'un retour au sensible, que dire en éthique, que dire devant le mal, puisque tous les trois ont été confrontés au mal du XXe siècle. Et la réponse de Wahl, il y a simplement à dire non. Il n'y a pas de possibilité de faire une philosophie première et une éthique. Restons uniquement au niveau de l'expérience métaphysique. Dans une réponse à Raymond Aron,
Val écrit, « Je refuse l'idée d'une supériorité de celui qui qualifierait conceptuellement, éthiquement, religieusement ce qui resterait autrement au niveau de l'expérience. » C'est net, je dirais c'est presque brutal. Et il ajoute, « L'essence du mal se révèle à nous dans le combat que nous sentons avoir à mener contre lui. » Le 13 février 40, Jean Val n'est pas encore arrêté. Il écrit, il griffonne sur son carnet, « Oui, c'est le mal en face, et nous, avec nos tares. C'est sûr, sommes moins mal. Et je sais qu'il est dur de se battre pour le moins mal contre le mal, en sachant qu'on n'aura jamais de l'idéal, et que nous n'avons rien qu'une vie à gâcher. Et qu'au dernier moment, le blessé, qui se meurt, ouvre les yeux et voit que son être est passé. Pourtant, ce n'est pas rien d'avoir été un homme, et d'avoir bien pesé petit mot et le grand. Petit mot et le grand. Et cette pesée faite avoir choisi bien fort, pour l'encore incertain contre un certain fermé, la possibilité petite de lumière tremblante sous le vent. Voilà. Merci. Donc, je remercie Bruno Picault pour cet exposé. Christophe a passé par Jean Val pour relier Jean Kelevitch et Lévinas. Je vais passer maintenant aux questions de la salle. Oui, allez-y. On peut trouver une expression empirisme radical dans la totalité de l'infini de Lévinas. Cette expression, comme se dit là, vient de William James. Et c'est Jean Val qui la cite dans son texte sur la philosophie pluraliste et le pragmatisme cartésien. Et je me demande depuis longtemps si Lévinas se réfère à ce texte de Jean Val, sans aboutir à une conclusion. Quel est votre avis sur ce point? Je ne suis pas un spécialiste de Lévinas, je vais être très, très, très prudent pour vous répondre. Pardon? Sur l'empirisme, c'est Derrida, oui. Mais la question, c'est que on évoque l'empirisme en totalité infinie. Et pour Val, ce qui est sûr, c'est que bon, c'est de manière explicite un renvoi à James. Et par rapport à James, parce que c'est une question qui pourrait aussi m'obliger à évoquer James plus précisément, Val refuse le pragmatisme. On n'a pas peut-être le temps d'aller plus loin, mais refuse le pragmatisme, mais revendique cette nécessité de l'empirisme radical. Et quelqu'un l'entendra fortement, c'est Gilles Deleuze. C'est l'ancrage deleuzien. J'évoque toujours les lettres qui sont à l'IMEC, les lettres que Deleuze envoie, qui sont des lettres... j'ai beaucoup employé ce mot, il faut que je me méfie, des lettres qui sont vraiment des lettres admiratives concernant Jean Val. Voilà. C'est cette théorie, cette diversité, cette philosophie de la pluralité et de l'empirisme radical qui retient Deleuze. Ça, c'est sûr. Et je dirais que Val pense dans la tension entre James et Bergson. Donc l'infidèle fidélité à Bergson, elle est dans dans cette tension sans cesse creusée avec un intensificateur. Il y a des personnages conceptuels, mais là il y a un intensificateur et c'est Kierkegaard. Et dans cet échange constant qui est presque une dynamique, qui est presque une énergétique pour intensifier les sentiments, Val se donne comme un personnage central de la métaphysique de ce siècle. Oui, je voulais donc poser aussi. J'ai eu la chance d'avoir tous ces gens comme professeurs. Il y avait aussi quelqu'un qui se disait hyper-empiriste, qui était Georges Gurvitch, qui les a connus. C'est mon premier point. Et puis, deuxième point, ils ont tous les trois été militants, tous les trois une expérience de la Seconde Guerre mondiale.
douloureuse, mais enfin certains moins que d'autres, parce que tandis que Jankélévitch manquait de se faire arrêter ici même à Toulouse, et tandis que Jean Val était arrêté, Jankélévitch avait des faux papiers, Bergson qui venait de mourir reçoit un éloge vibrant, ce qui prouve qu'il avait dû, depuis l'affaire Dreyfus, donner certains gages du ministre vichysois Chevalier. Oui, mais ce que dit très bien Jankélévitch, on peut faire ce qu'on veut de Bergson, ce qu'il faut c'est éviter de l'abandonner à la réaction pour qu'il devienne un penseur réactionnaire, ce qu'il disait. Donc effectivement on peut faire ce genre d'objection. Je suis pas convaincu que ça fasse avancer les choses. Il se trouve que c'est les circonstances historiques qui ont obligé Jankélévitch, comme une nécessité éthique à agir, Val de son côté à agir. Voilà. Merci. Une autre question. Oui, bon, j'ai plusieurs remarques, hein, mais je vais me limiter parce que vous savez que ce que vous avez dit sur Lévinas, enfin l'empirisme radical, enfin, j'ai de sérieuses réserves par rapport à l'emploi de cette expression. Je ne pense pas non plus que Lévinas avait besoin de Derrida pour le pousser à l'hypervol. Il s'est poussé tout seul et Autre Manquette n'est certainement pas une réponse à violence et métaphysique. Et enfin, bien que bien sûr l'article de Derrida, enfin Lévinas l'a pris en compte, c'est bien clair. Et ce que Lévinas doit à Val, il le reconnaît explicitement, et je pense que vous avez peut-être un peu majoré l'influence que Val a pu avoir sur Lévinas. Mais bon, moi, c'est des questions en fait, que je me suis posées en écrivant sur Jankélévitch. D'abord, bon, je m'étais posé la question du rapport effectivement entre Jankélévitch et ses contemporains, et bien sûr Jean Val. Et c'est vrai que donc Lévinas, par exemple, dit dans l'œuvre d'Edmond Husserl, il dit Jean Val vraiment a été l'initiateur de ce retour vers le concret, on retrouve sous une certaine forme chez Husserl, mais qui n'est pas bien sûr de même nature. Et je m'étais posé la question, enfin, est-ce que Vladimir Jankélévitch pourrait être inclus dans ce mouvement? Alors moi, personnellement, j'ai pensé que il y avait quand même un désaccord important entre Jean Val et Jankélévitch, en lisant d'ailleurs la recension, enfin le compte-rendu magnifique de Jean Val sur Philosophie première, c'est que, pour Jean Val, le concret a une épaisseur, il a une richesse, un peu comme Ponty, là, il a une épaisseur, il a une richesse, alors que Jankélévitch, justement, met en cause de manière virulente en Philosophie première l'épaissement de l'être. Hein. Là, il me semble qu'il y a un point de désaccord, et puis il y avait aussi un point, parce que Jean Val, ce qui est magnifique chez lui et qu'on retrouve chez Jankélévitch, bien sûr, c'est la conception de la dialectique comme l'oscillation de la pensée. Et chez Lévinas, j'ai trouvé ça qu'une seule fois, c'est dans les lectures talmudiques, quand il décrit la controverse entre les docteurs du Talmud. Alors il dit, en fait, c'est l'oscillation de la pensée, c'est pas dire quelque chose, l'autre dit son contraire, mais c'est la pensée qui oscille entre deux possibilités. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, parce que là, il y a une ambiguïté que laisse subsister Jean Val. Est-ce que Jean Val veut dire, quand il parle de Jankélévitch, que Jankélévitch conteste la question même de l'être, parce que Jankélévitch se moque beaucoup, il dit cette lettre va de soi, ça n'a pas de sens cette question de l'être, ou bien seulement son épaisseur. C'est une question que pose Jean Val qui est très intéressante pour ceux qui lisent Jankélévitch. Vraiment contestation toute foncière de l'ontologie, pour une ontologie, comme vous dites, Monzo l'écrit aussi, qu'on a entendu hier, ou bien l'épaisseur de l'être, mais en conservant quand même cette idée. Oui, beaucoup de questions. Voilà. Sur le premier point, je vous accorderai volontiers. Je ne pense pas, effectivement, que Derrida était le deltaplane est permis à... Non, pas du tout. Bien loin de là. Bien sûr qu'en plus, il a très clairement, les textes le disent, il a reconnu sa dette là-dessus. Il y a pas, s'il y a une ambiguïté, levons-la. Mais je reste convaincu que l'ouverture opérée par Val, justement, vers le concret, et il ne faut pas oublier, pour vous répondre, que vers le concret sort en 30, et qu'en 30 aussi sort l'étude sur le Parménide. Et l'étude sur le Parménide, c'est vraiment la dialectique aporétique de Val. Je crois que ça a été quand même très déterminant pour Lévinas. Ce n'est pas
faire ombrage à Lévinas que de le dire. Voilà. Alors, sur Jean Kelevitch, dans le texte évoqué, je ne me suis pas lancé parce que ce serait trop long. Val ajoute une petite chose marrante, c'est il compare Jean Kelevitch au cathare. Il y a un risque de catharisme dans la philosophie voilà, une sorte de pureté, voilà. Alors oui, voilà, c'est la réponse du Berger à la Bergère. Ça semble aller dans votre sens, oui. Qu'il y ait une critique radicale de l'être chez Jean Kelevitch, oui, ça je ne peux pas dire le contraire, je suis de votre avis. Alors maintenant, le différent, il est que Val veut maintenir l'épaisseur du sensible, veut cette épaisseur. Et alors, là, on n'a pas le temps, il faudrait citer les poèmes de Val concernant les choses, l'épaisseur des choses, proche de Merleau-Ponty, bien que, en dehors de la phénoménologie. C'est peut-être, là encore, je l'ai souligné comme c'était purement abusif, mais c'est bien en dehors, voilà, de la phénoménologie. Et la critique que Lévinas fait à Merleau-Ponty concernant la présentation, le petit texte, n'aurait pas lieu avec Val. C'est-à-dire que ça complique encore les choses. Il y avait une question de Camille. Une simple question, au risque de paraître obsessionnel évidemment, mais il y a un autre livre qui a semblé déterminant pour tous ces auteurs. J'ai rappelé l'énigme quand même que Bergson, philosophe de la durée, suscitait autant de philosophie de l'instant, et de savoir le rôle qu'a pu jouer le livre de Jean-Paul, le rôle de l'instant dans la philosophie de Descartes, où d'une certaine manière permettait d'autoriser une nouvelle interprétation de Descartes, le faisant jouer contre Bergson, tout en promouvant la notion du temps chez tous ces auteurs. Merci de la question. Puis, en plus, c'est un livre qui est dédié à Bergson, ce qui est quand même un pied de nez drôle. Le livre sort en même temps que la thèse, Les philosophes pluralistes, c'est pareil. Hein. Chez Val, il y a souvent deux ouvrages qui sortent ensemble, la thèse, le rôle de l'instant, vers le concret, le Parménide, existence humaine et transcendance et le traité qui sont proches. Voilà. Enfin, il y a un écart. Là, oui. Mais le traité, en réalité, c'est une reprise des cours. Oui, c'est un livre qui est absolument décisif. Oui. Juste avant, M. Stravinsky. Oui, donc bon, l'exposé nous a tous énormément plu, je crois, à la fois par la manière dont vous l'avez conduit, par la citation finale. C'est la Fliegen. Qui était la citation finale qui nous a remué. Et aussi le souci que vous avez eu de présenter de façon dissymétrique le rapport de Val à Jean Kelevitch d'un côté, qui s'achève sur une méfiance, et son rapport à Lévinas qui s'achève sur un différent. Oui. Tout ça faisait une présentation très agréable et très captivante. J'ai juste une réaction qui a trait à quelque chose qui est apparu dans ce que vous avez dit sur Jean Kelevitch, lecteur, sur Val, lecteur de Jean Kelevitch, et qui est la question de Heidegger. Et ça m'a frappé parce que bon, moi j'y avais pensé moi-même, et ça dans la version écrite de ce que j'ai dit, ça figurait. Quand on lit philosophie première, on est extrêmement frappé de voir qu'à beaucoup d'égards, la corrélation entre le faire-être et la liberté du sujet est formellement analogue à la corrélation du Dasein et de la déclosion ontologique chez Heidegger. Et donc le travail ensuite est d'essayer de dire en quoi c'est néanmoins pas la même chose, parce qu'on le sent également. Et ce que je voulais dire, pour apporter une petite pierre à ce qui est une affaire sur laquelle nous ne sommes pas d'accord les uns et les autres, mais à l'aide de votre exposé, ça s'est brusquement plus stabilisé en moi, c'est que il y a la catégorie de l'ouvert qui est en jeu là-dedans. Moi, ma difficulté, comme l'élimination avec la catégorie de l'ouvert, c'est que c'est une catégorie ontologique pour moi. Quand on pose les finalités en termes de l'ouvert, c'est en termes d'une propriété qui est topologiquement et impersonnellement formulée et qui est toujours rattachée à une dynamique, un processus, une qualité de l'être, en quelque manière que ce soit. Et ce rapport à le fait d'avoir une philosophie
pour une part, fonctionne autour de la catégorie d'ouvert, est un trait commun à la personne de Jankélévitch. Donc, s'il fallait majorer les désaccords, ce qui, à mon avis, n'est pas ce qu'il faut faire, dans la conclusion que j'avais prévue, au contraire, de refédérer les trois auteurs, mais un point de démarcation, ce serait peut-être à cet endroit-là, et dans une certaine perception, qui est injuste, hein, moi je ressens Bergson et Jankélévitch comme partiellement intégrés. Mais je sais que c'est injuste, mais oui, c'est dire parce que je crois qu'on a déjà fait. c'est passionnant, c'est drôle. Mais bon, ce que je voulais dire, l'élan bergsonien porté au Louvert, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, je ne crois pas que Wahl accepterait une catégorie de Louvert. Justement, le fait de parler d'une catégorie quand on parle de Louvert, c'est ce que Wahl refuserait. Pour le dire en renvoyant à l'empirisme, pour Wahl, Louvert, c'est aussi la big buzzing confusion, la confusion bourdonnante de la réalité affective. Hein, c'est la part de la transdescendance. Et une catégorie de Louvert le gênerait beaucoup. Voilà. Mais votre question est délicieuse. était délicieuse. Oui, merci pour l'exposé que j'ai trouvé magnifique aussi. Vraiment. Et important parce que c'est allé à l'essentiel des confrontations. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est sur leur point commun, qu'à mon avis, Lévinas a quand même très précisément manifesté dans le sous-titre de Totalité et Infinie. C'est-à-dire, la dédicace à Marcel et Jean Wahl, c'est pas seulement une dette amicale, un jalon historique, un enjeu métaphysique, c'est très précis, et c'est sur la relation à l'extériorité. C'est leur point commun, c'est-à-dire cette relation à un dehors absolu par rapport à une immanence qui est définie soit en termes de dialectique, chez Jean Wahl, soit en termes d'être. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même une transcendance et une relation à quelque chose qui en effet a quelque chose d'absolu, transcendant quand même d'une façon ou d'une autre. Et le fait de l'appeler extériorité, c'est en effet un hommage à Jean Wahl, et ça a quelque chose quand même peut-être effectivement quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'autrui, de la chose sensible, ou chez Jankélévitch aussi du quid, du quoi, plutôt de l'existence, c'est quand même en effet ça existe. Je sais pas si on peut dire empirisme, mais c'est important. Maintenant, ma question elle porte sur l'enjeu éthique de cette relation à, chez les trois. Parce que l'enjeu éthique, on le voit bien, et c'était très beau, évidemment la citation finale était admirable, mais chez Jean Wahl, c'est ce texte sur le courage et sur l'homme. Et là, paradoxalement, le rapprochement, il n'est pas avec Merleau-Ponty, il n'est pas avec les... À mon avis, il est celui dans son moment avec lequel il est plus proche, c'est Camus. Parce que la vertu, le courage de l'homme, c'est de tenir bon dans cette relation. Comme il y a la bouteille de gueule, d'ailleurs, aussi en c'est-à-dire, face à l'absurde, chez Camus, la seule chose que l'homme, c'est respecter ce sentiment face à l'absurde. Face à la justice, respecter aussi le sentiment de la justice, même s'il n'y a pas de sens absolu derrière, mais accepter. Et le courage de chez Wahl, c'est exactement ça aussi, être fidèle à cette relation. Et dans ce dont quoi on a relation, il y a le mal. Et donc, pour voir qu'au fond, cette absolue de l'expression ne change rien au contenu qualitatif. Il y aura toujours le plaisir et la douleur, la joie et la tristesse, le bien et le mal. Et donc, être dans la relation absolue A, c'est ne pas se dérober ni devant le bien, ni devant le mal. Du coup, la question, c'est évidemment, c'est la question que Jean-Michel posait hier à Jankélévitch, maintenant je termine, la question elle est là. C'est, de ce point de vue-là, comme Jankélévitch, comme Camus, ils font d'une éthique de l'ipséité face au réel, face à ce qui se donne. Mais où est le critère normatif pour distinguer le bien et le mal, la violence et le respect et la justice, et même la joie et la douleur? Où est le critère normatif? Au fond, il n'y en a pas, ils sont dans le contenu qualitatif. Et c'est une vraie limite. Du coup, moi je reviens sur ce que vient de dire Jean-Michel, qui était important. Je pense qu'il y a une sorte de drame historique, qui est que les deux sources de la morale et de la religion sont parues trop tard. Et que, aussi bien Jankélévitch que Wahl, en fait, leur Bergson, c'est celui de l'essai sur les données immédiates de la conscience. C'est avant tout cette morale de la liberté, du soi, qui assume son courage, son acte libre. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment méditer le clos et l'ouvert. Et paradoxalement, contrairement à ce que vient de dire Jean-Michel,
Mais c'est une discussion forte et c'est pas le même concept de nouvelle. Je pense que celui qui reprend en réalité le cœur de l'intuition du Claude Claudel, c'est Lévinas, avec la distinction entre le monde-clos de la vie et du soi, des nôtres par opposition aux autres, et de l'ouverture à une altérité radicale. Mais c'est pas une ouverture métaphysique, ça n'est pas nouvelle phénoménologique, c'est justement une transcendance par rapport à cette immanence qui est celle de la vie close, de la vie en tant que vie, dans le besoin, dans la rareté et dans l'intérêt individuel, c'est-à-dire le mystique, finalement, n'est plus clos dans cette vie-là. Je m'arrête là, mais c'est vrai que la question, c'est Cheval, donc si je pose la question, c'est est-ce que Cheval, au-delà du courage d'être soi face à ce réel, bon ou mauvais, qui est quand même énorme. Oui, c'était magnifique comme Jean-Michel. Vraiment. Mais est-ce qu'il y a un critère normatif? C'est la même question pour Jean-Philippe, je crois. Est-ce qu'il y a un critère normatif que Lévinas va avoir besoin de retrouver, qui est la grande découverte de totalité infinie, même au-delà du temps et l'autre, je pense, qui est l'interdit du meurtre, la transcendance du bien. Alors, la question est redoutable, mais je voudrais apporter un éclairage. Bien sûr, le Bergson, c'est le Bergson des données immédiates. Mais chez Val, il y a quelque chose qui est là dès le début, quand il fait son discours jeune professeur à 23 ans, c'est le méliorisme de James. C'est-à-dire, bon, quelque part, il y a du nouveau possible, il y a du nouveau. Le monde est entre nos mains. C'est ce que nous allons faire du monde. Nous devons... alors, c'est un peu le critère, c'est pas un critère normatif, mais il y a quelque chose qui est... décidément, je ne le trouve pas. Dans ce qu'on entendait, et cette pesée faite avoir choisi bien fort pour l'encore incertain contre un certain fermé. Bon, contre l'impasse. Se méliorer, c'est... Bon, se battre contre le mal, c'est se battre, quoi. Il y a une possibilité. Voilà. Alors, il est là, il est immanent à ce méliorisme de Val qui vient de la philosophie américaine. Mais comment on sait qu'on se trompe pas? Qu'on est dans le sens du bien et pas du mal. Voilà, alors, c'est pas du domaine du savoir. Voilà, on sait tout à fait. On ne peut que rester quoi, là. C'est bien, là, c'est bien, tout à fait. Ouais. Je vous remercie. On va passer à présent à l'exposé de Philippe Grosot.